Nous plongeons au cœur d'une question qui redessine vraiment les contours de la justice, mais aussi et surtout de nos relations sociales au quotidien. Et de nos relations professionnelles. Oui, c'est un sujet d'une importance capitale. Absolument. Nous allons débattre d'une évolution juridique majeure. L'enregistrement clandestin doit-il ou non être autorisé pour servir de preuve devant un tribunal? Pendant des décennies, la règle était très stricte. Si vous enregistriez quelqu'un à son insu, non seulement votre preuve était rejetée pour déloyauté, mais vous risquez gros. Or, la justice française vient de faire sauter ce verrou, propulsé par l'essor de nos smartphones qui transforment chacun de nous en micro-ambulants. C'est ça. Nous ne parlons pas seulement de droit ici, nous parlons de la nature même de nos interactions. Le cadre légal tente de s'adapter à une réalité technologique, ce qui crée une friction immense entre le besoin de faire éclater la vérité factuelle et l'impératif absolu de protéger l'intimité de nos échanges. Exactement. Pour ma part, je défends l'idée que l'admission de l'enregistrement clandestin, sous le contrôle strict du juge, est une évolution indispensable pour garantir le droit à la preuve et faire éclater la vérité, notamment face à des abus graves qui se déroulent à huis clos. Et je soutiens, à l'inverse, que valider une preuve obtenue de manière déloyale et illégale sacrifie purement et simplement notre droit fondamental à la vie privée et instaure un climat de méfiance toxique où tout le monde surveille tout le monde. Commençons par regarder la réalité en face, si vous voulez bien. Prenons une situation très concrète. Imaginez un salarié convoqué dans le bureau de son employeur. La porte se ferme, il n'y a aucun témoin, et là, le salarié subit un torrent d'insultes, de menaces ou même de harcèlement moral. Historiquement, la règle d'or au tribunal civil était simple, on ne triche pas avec les preuves. C'est le principe de loyauté. Un principe fondamental, oui. Oui, mais regardez les conséquences. Si ce salarié sortait son téléphone de sa poche pour enregistrer discrètement la scène, le juge prud'homal rejetait la preuve sans même l'écouter. C'était considéré comme un stratagème déloyal, et au final, la victime perdait son procès, tout simplement faute de preuves. C'est une situation qui suscite évidemment de l'empathie, je vous l'accorde, mais il faut regarder le prix global de ce changement. Et justement, le changement était vital. Sous l'impulsion de la Cour européenne des droits de l'homme, on a fini par comprendre que le droit à la preuve est lui-même un droit fondamental. Récemment, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, la plus haute formation de la justice française, a acté un véritable changement de paradigme, fin 2023, confirmé en 2024. Aujourd'hui, ce salarié peut utiliser son enregistrement. Et attention, ce n'est pas un feu vert pour faire n'importe quoi. C'est pourtant ce que ça risque de devenir. Non, car la justice impose un filtre rigoureux. Cette preuve déloyale n'est acceptée que si elle est strictement indispensable pour gagner le procès et si l'atteinte à la vie privée est proportionnée au but poursuivi. On est passé d'une justice qui protégeait aveuglement les règles du jeu à une justice qui cherche la vérité matérielle. Je vois les choses un peu autrement. En nous focalisant sur ces victoires individuelles qui semblent justes moralement, nous ignorons l'effondrement d'un principe juridique majeur. On oublie un détail qui n'en est pas un, le cadre pénal. L'article 226-1 du Code pénal est d'une sévérité implacable. Il punit d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende le fait d'enregistrer des paroles prononcées à titre privé sans le consentement de la personne. Vous parlez bien d'une sanction pénale pour le simple fait d'enregistrer ? Exactement. Et c'est là que nous faisons face à un paradoxe juridique vertigineux. D'un côté, le juge civil ou prud'homal accepte désormais d'écouter cette bande audio pour rendre sa décision. Mais de l'autre, cette même bande audio est le fruit pur et simple d'un délit pénal. Accepter qu'une preuve illicite fonde une décision de justice, c'est envoyer un message redoutable à toute la société, à savoir que la fin justifie les moyens. On bafoue ouvertement l'exigence de loyauté définie par le Code de procédure civile. Attendez, je vous arrête sur ce paradoxe, car il faut clarifier un point essentiel. L'admission de la preuve déloyale au civil n'efface absolument pas le délit pénal. Celui qui enregistre clandestinement s'expose toujours à des poursuites. Le juge civil ne dit pas que ce que vous avez fait est légal. Il dit « je mets en balance deux droits fondamentaux qui s'entrechoquent ». Une balance bien dangereuse. Une balance nécessaire. Ouais. D'un côté, le droit au respect de la vie privée de l'employeur harceleur et de l'autre, le droit à un procès équitable pour le salarié. Le juge fait un véritable travail d'orfèvre pour peser ces deux droits. Ce n'est pas une validation du délit. Mais regardons concrètement cette fameuse balance des droits sur le terrain. Vous citez le cas du salarié harcelé, le petit contre le puissant. C'est l'exemple parfait pour faire accepter la pilule. Mais la jurisprudence bénéficie à tout le monde. Prenons un cas réel issu des arrêts récents de la Cour de cassation.
Il s'agit d'un responsable commercial qui travaillait en télétravail, totalement isolé chez lui. Son employeur a utilisé des enregistrements réalisés à son insu pour le licencier pour faute grave, au motif qu'il refusait de fournir un suivi de son activité. C'est-à-dire que l'employeur a piégé son propre salarié à distance. Oui, exactement. Et auparavant, une cour d'appel avait logiquement refoulé ces preuves parce qu'elles étaient déloyales. Mais avec le nouveau paradigme, la Cour de cassation demande d'évaluer la balance des droits. Ne voyez-vous pas le danger immense ici ? Une protection conçue théoriquement pour aider les victimes se transforme instantanément en une arme de surveillance redoutable pour les puissants. Ce n'est plus la protection du salarié, c'est l'institutionnalisation du flicage managérial. Je comprends votre raisonnement, et c'est vrai que cet exemple fait froid dans le dos. L'idée d'un employeur qui espionne un télétravailleur est insupportable. Mais laissez-moi vous offrir une perspective différente. Si on regarde l'ensemble des décisions rendues par la Cour, on constate que les garde-fous fonctionnent réellement. Le même jour où la Cour de cassation a rendu sa grande décision, elle a aussi traité une autre affaire très parlante. Un intérimaire tombe sur un ordinateur de l'entreprise où une conversation Facebook privée d'un autre salarié est restée ouverte. Le contenu est injurieux et homophobe. L'employeur s'en empare et licencie le salarié. Non, justement. La Cour a rejeté cette preuve, pas seulement parce qu'elle était déloyale, mais parce qu'elle relevait de la vie personnelle du salarié. Une conversation privée, même tenue sur le lieu de travail ou sur un outil de l'entreprise, n'est pas destinée à être publique. Cela prouve bien que le juge ne donne pas un chèque en blanc aux employeurs pour fouiller la vie de leurs équipes. La preuve n'est admise que si elle cible exclusivement la sphère professionnelle et qu'elle est strictement nécessaire. C'est une ligne de défense intéressante, mais elle reste purement théorique. Vous parlez de ce qui se passe dans le bureau feutré d'un juge des mois après les faits. Moi, je vous parle de l'impact psychologique et sociétal au moment même où les gens se parlent. Ce qui m'inquiète profondément, c'est l'effondrement de la confiance sociale. Le constat aujourd'hui est terrible. Tout le monde sait que tout le monde peut enregistrer tout le monde. Nous entrons dans une ère de suspicion généralisée. Vous ne pensez pas que c'est un peu alarmiste ? Pas du tout, regardez la sphère médicale. C'est un phénomène qui explose en ce moment. Des patients enregistrent de plus en plus fréquemment leur médecin à son insu pendant les consultations. La relation thérapeutique est censée reposer sur une confiance absolue, sur le secret professionnel, sur une forme d'abandon du patient au savoir du soignant. Si le médecin sait ou même suspecte qu'il a enregistré clandestinement parce que la loi l'autorise potentiellement à servir de preuve, sa communication change du tout au tout. Comment ça, Sophie ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le patient ? Ça veut dire qu'il adopte une posture purement défensive. Il va éviter toute nuance, toute hypothèse, toute prise de risque dans ses explications simplement pour se prémunir contre un éventuel procès en responsabilité médicale. Cette dynamique tue la spontanéité des échanges. Et c'est la même chose en entreprise. Un manager, pris en étau entre sa hiérarchie et son équipe, va peser la moindre de ses intonations lors d'un entretien annuel. Le prix à payer pour quelques victoires judiciaires, c'est la destruction de l'authenticité de nos relations. On transforme chaque discussion en un interrogatoire de police potentiel. C'est un point intéressant. Bien que je le formulerai autrement, je comprends tout à fait l'angoisse que cela peut générer. C'est le cauchemar de tout professionnel de devoir surveiller ses moindres paroles. Mais est-ce que cette peur ne nous pousse pas justement à être plus professionnels ? La confiance ne doit pas être un prétexte pour l'opacité ou l'impunité. Objectivement, un médecin ou un manager au comportement irréprochable n'a rien à craindre d'un enregistrement. La perte de spontanéité que vous déplorez, c'est peut-être tout simplement le passage à une communication plus respectueuse. Celui qui n'a rien à se reprocher n'a rien à craindre. C'est un argument philosophiquement très dangereux. Laissez-moi aller au bout de l'idée sur la sphère médicale. Il faut se mettre à la place du patient. Un patient est souvent vulnérable, stressé, parfois en état de choc face à un diagnostic complexe comme un cancer. Il peut avoir un besoin tout à fait légitime d'utiliser le dictaphone de son téléphone comme aide-mémoire pour réécouter les termes médicaux à tête reposée. Ce n'est pas forcément malveillant au départ. D'ailleurs, la jurisprudence pénale a déjà précisé en novembre 2015 qu'enregistrer une conversation à laquelle on participe n'est pas une infraction si ce n'est pas fait avec l'intention de nuire. Si, par la suite, cet enregistrement prouve que l'information médicale délivrée était fautive, c'est une garantie pour le patient. Je suis désolé, mais je ne peux pas laisser passer ça. Ce n'est pas parce que mes propos sont justes ou professionnels que j'accepte qu'ils soient captés et stockés à mon insu. L'Ordre des médecins souligne très justement que si un patient a besoin d'en aide-mémoire, la moindre des choses, la base de la décence humaine, c'est de le faire d'un commun accord.
On pose le téléphone sur la table, on en discute. L'enregistrement clandestin, même si l'intention initiale n'est pas de nuire, altère structurellement la relation. Il introduit un déséquilibre secret. Mais que faites-vous de la réalité technologique? C'est elle qui rend cette adaptation du droit inévitable. Aujourd'hui, on ne parle plus du détective privé avec un micro caché dans le col de sa veste. N'importe quel smartphone possède une fonction dictaphone. Et ça va beaucoup plus loin avec les applications tierces comme Nutacall, ACR Cube ou les enregistreurs intégrés sur certains systèmes Android. Ces outils permettent de capturer des réunions ou des appels téléphoniques avec une facilité déconcertante. Et c'est bien le problème de notre époque. Mais le droit ne peut pas vivre dans une bulle. Ignorer cette réalité technologique, c'est condamner la justice à une cécité volontaire. Si les preuves existent matériellement, si la vérité est là, capturée sous forme de fichiers numériques, les écarter des débats sous couvert d'un formalisme juridique d'un autre temps serait une aberration. Le juge ne peut pas fermer les yeux sur une preuve évidente de discrimination ou de harcèlement sous prétexte qu'elle a été captée par le téléphone posé sur la table. Je l'aborde d'une manière différente. C'est précisément parce que la technologie rend l'intrusion si facile, si banale et si indétectable qu'il nous faut un rempart juridique absolu. La technologie n'est pas une force de la nature neutre à laquelle on doit se soumettre. Regardez comment les géants de la tech eux-mêmes abordent la question. Sous la pression des lois européennes sur la vie privée, comme le RGPD, des entreprises comme Apple bloquent nativement l'enregistrement des appels sur l'iPhone dans toute l'Union européenne. Android désactive aussi ses fonctions dans les régions où le consentement des deux parties est requis par la loi. Oui, mais les utilisateurs trouvent toujours un moyen. Ils téléchargent des applications externes, c'est inévitable. Exactement. Ils contournent des blocages matériels mis en place pour protéger la vie privée. Et utiliser ces outils de contournement pour piéger un interlocuteur et ensuite amener cette captation au tribunal pour gagner de l'argent dans un litige, c'est valider judiciairement le vol d'informations. La CNIL rappelle constamment aux entreprises qu'elles doivent informer expressément leurs clients quand elles enregistrent un appel pour le service client. C'est la fameuse phrase « cet appel est susceptible d'être enregistré ». Comment peut-on justifier qu'un individu puisse s'affranchir totalement de cette règle éthique de base, juste pour se constituer un dossier à charge ? La comparaison avec la CNIL a ses limites. La CNIL régule le traitement massif de données par des multinationales. C'est une dynamique totalement asymétrique. Dans un litige civil ou prud'homal entre deux personnes, on cherche la vérité d'un fait précis, et puis la justice a prévu des méthodes pour encadrer cela. Pour produire ces enregistrements devant le juge, on ne balance pas un fichier audio brut. La jurisprudence exige souvent une transcription authentifiée par un commissaire de justice, ce qu'on appelait avant un huissier. Ce professionnel assermenté sélectionne rigoureusement les extraits pertinents liés au litige, ce qui évite le déballage intime de la vie privée. Ces preuves, nettes et irréfutables, permettent de coincer des auteurs de directives illégales. Des preuves nettes et irréfutables, c'est là que réside la plus grande illusion de cette évolution juridique. L'enregistrement clandestin est par essence tronqué. C'est une vérité biaisée. En quoi l'enregistrement brut d'une voix serait-il biaisé? Le fichier audio ne ment pas. Le fichier ne ment pas, mais le contexte, lui, est manipulé. Réfléchissez à la psychologie de la scène. Celui qui enregistre sait que la bande tourne dans sa poche. Que va-t-il faire? Il va théâtraliser son attitude. Il va poser des questions orientées, souffler le chaud et le froid, pousser son interlocuteur à bout pour le faire sortir de ses gonds ou lui faire admettre une faute. Et pendant ce temps, lui, il garde un calme olympien pour la bande. L'interlocuteur, qui ne sait pas qu'il est sur écoute, réagit naturellement, parfois avec excès sous la provocation. Ce que l'enregistrement capture, ce n'est pas la vérité objective d'une relation de travail, c'est une mise en scène orchestrée par celui qui manipule le smartphone. C'est un argument fort, je l'admets. La provocation à la preuve est effectivement un risque majeur dont les juges doivent se méfier. C'est la définition même de la déloyauté. Et valider cela au tribunal, c'est transformer chaque conflit de travail ou chaque divorce potentiel en une opération d'espionnage amateur. Vous parliez du filtre du juge, de la proportionnalité, mais cette ligne est floue. Comment un citoyen ordinaire peut-il savoir si l'atteinte à la vie privée qu'il commet aujourd'hui sera jugée strictement proportionnée par un tribunal dans 2 ans? Ça crée une insécurité juridique totale. Je dirais que l'insécurité juridique était bien plus grande quand les victimes de comportements abusifs perdaient systématiquement leur procès, déboutaient de leurs demandes légitimes, au seul motif que leur unique preuve était considérée comme déloyale.
Au final, l'admission conditionnelle de l'enregistrement clandestin est peut-être un mal nécessaire. Ce changement de cap empêche que le beau principe théorique de loyauté de la preuve ne devienne, dans les faits, le bouclier des harceleurs, des manipulateurs et des gens de mauvaise foi. Quand toutes les autres portes sont fermées, la vérité matérielle et la protection des victimes doivent primer sur le formalisme. Nous touchons là au pleur de notre désaccord, qui est finalement une vision de la société. Pour ma part, accepter l'enregistrement à l'insu d'autrui comme arme juridique valide, c'est institutionnaliser la déloyauté. C'est valider la surveillance permanente de tous, par tous. Le respect de la vie privée et la loyauté de nos échanges ne sont pas de simples détails procéduraux, ce sont les fondations mêmes du tissu social. Les victoires judiciaires individuelles ne valent pas le prix de la destruction systématique de la confiance dans nos relations professionnelles, médicales et privées. Il est clair que le débat est d'une complexité redoutable. Nous pouvons au moins convenir que trouver le juste point d'équilibre entre la quête impérieuse de la vérité au tribunal et la préservation indispensable de l'intimité reste l'un des défis les plus épineux du droit moderne. Un défi qui est chaque jour un peu plus amplifié par les capacités illimitées de nos smartphones. Absolument, la ligne de crête est extrêmement étroite. Et chaque nouvelle décision de justice sur le sujet continue de redessiner les limites de ce qui est acceptable ou non dans notre société. Les sources juridiques et les évolutions technologiques que nous avons analysées montrent que cette friction est loin d'être résolue. Nous laissons donc le soin à nos auditeurs de poursuivre cette réflexion et de déterminer par eux-mêmes dans quel type de société ils souhaitent évoluer. Une société qui privilégie la vérité factuelle à tout prix ou une société qui sanctuarise la confidentialité des échanges privés. Il y a encore énormément à explorer sur ce sujet passionnant. Merci de nous avoir rejoints pour ce débat.